Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à qui veut la prendre. Et notre invité ce matin, tel qu'annoncé, c'est le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Avec lui, nous reviendrons sur la situation sociopolitique de notre pays, le Togo. Le Togo qui traverse une grave crise avec l'opposition qui ne lâche plus les rues depuis le 19 août dernier. Et a compté en vain sur l'essoufflement des mouvements. Le gouvernement de Faure Gnassingbé semble résolu à négocier. Lundi dernier, à travers un communiqué, l'exécutif togolais joue la carte de l'apaisement avec certaines mesures qui sont annoncées. Des mesures que la ANC qualifie déjà de superficielles. Faure Gnassingbé entend convoquer dans les prochains jours aussi une discussion politique avec toute la classe politique de l'opposition. D'ailleurs, notre invité, Gilbert Bawara. Mais d'abord, la une des journaux qui sont dans les kiosques, pour ceux d'ailleurs qui sont avec nous en studio. On va commencer par le quotidien Liberté qui titre sur la manifestation d'hier à Lomé. Lomé, Anéro, Kalimé, Vaughan, Tchamba, des milliers de Togolais mobilisés pour l'alternance, écrit notre confrère. Le journal qui revient sur les violences sur les manifestants. Qui sont les vrais tenants de l'appareil répressif? Une interrogation à découvrir à la page 7 et puis à la page 3. Et puis à la page 7, un article sur le chef d'état-major des forces armées togolaises, Félix Abalo Katanga, bras armé de Faure Gnassingbé, précise notre confrère. Il y a également une tribune que signe l'ancien ministre de la République du Bénin, Topanou, Prudent, Victor Kouassivi, maître de conférence des universités, qui évoque justement la crise politique, une crise de légitimité, dit-il, en ajoutant qu'un président qui tue ses concitoyens est illégitime. Sa réaction dans le quotidien Liberté ce matin. Armement, possible livraison prochaine de 5 hélicoptères au Togo par la France. Les détails sont à découvrir dans le quotidien Liberté dans les kiosques. Il y a le quotidien Forum de la semaine aussi qui est dans le kiosque ce matin. Le journal évoque justement la sécurité. La France pourrait enfin approuver la vente au Togo de 5 hélicoptères d'attaque de type Gazelle. Les détails à découvrir dans le journal. Deuxième jour de manifestation de l'opposition, le ministre Yark se félicite du calme qui règne depuis le premier jour. Un autre sujet lié donc à l'économie avec Diamond Bank qui quitte les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et puis la crise socio-politique. Les enfants doivent en être épargnés selon le FODET. Les détails à découvrir dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine.
Il y a Flambeau des démocrates qui est aussi dans les kiosques. Le journal évoque la décrispation de la tension sociopolitique. Le gouvernement envoie des signaux à lire dans le journal. Et 3 jours de manifestation de l'opposition à travers les villes du Togo. Plusieurs villes mobilisées, Sokodé et Bafilo au silence. Lié donc au transport aérien, la nomination de Nyama Lata à la tête de la SALT, un choix éclairé, s'exclame notre confrère. Et sur l'économie, la criminalité maritime, la pêche in porte un coup dur au Togo. Le confrère qui revient sur le feuilleton à la tête de la Confédération africaine de boxe. Sosa au perchoir, Bayor accuse. C'est dans le journal Flambeau des démocrates. Il y a chronique de la semaine vers une décrispation de la crise politique au Togo. Le gouvernement prend des mesures d'apaisement et annonce l'ouverture d'un dialogue. Le groupe des 5 et le parti UNIR saluent les décisions du gouvernement. L'opposition fait déjà montre de sa mauvaise foi, ajoute le journal. Diaspora européenne, l'opposition au comble de l'intolérance et de la barbarie. La femme d'un militant de UNIR agressée à Bruxelles fait écho, le confrère chronique de la semaine. Et puis, au moment où la mobilisation de ces militants est en perte de vitesse, l'opposition appelle à des manifestations quotidiennes, relève le journal. Tous ces sujets, c'est dans la chronique de la semaine ce matin. Il y a l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune qui est aussi dans les kiosques. Crise au Togo, au dialogue politicien, s'exclame donc presque le journal La Nouvelle Tribune. C'est à lire à la page 3. Et cette interview également de Cheyi Emmanuel Adebayor, Ma carrière, ma famille, la politique et moi. L'interview polémique, titre le confrère. Entreprise avec la banque SIAB, des odeurs de crise. Et puis transport, contrebande, un navire battant pavillon togolais intercepté. Les détails sont à découvrir dans le journal La Nouvelle Tribune, justement. Et puis Togo Matin qui évoque aussi la crise au Togo avec le gouvernement qui œuvre finalement pour que le dialogue prenne chair. L'opposition fait la surenchère. Les détails dans le journal. L'éditorial également lié donc à la surenchère politique, le confrère estime que c'est un chèque sans provision. Et le Conseil des ministres, nouvelle stratégie de développement, un accent particulier sur le PUDC, le PAPV et les agropoles. Et puis la nomination de Robert Bakayi, Robert Bakayi qui prend donc la direction du cabinet du ministère de l'administration territoriale. Les détails à découvrir dans le bi-hebdomadaire Togo Matin. Il y a le journal Le Dialogue aussi, qui est dans les kiosques. Situation sociopolitique au Togo. Les pistes de sortie de crise se précisent. Le dialogue s'impose à tous les acteurs, conclut notre confrère. Le journal qui évoque justement les manifestations politiques de l'opposition. Le gouvernement satisfait de l'allure pacifique au premier jour des marches. Et puis, UNIR invite toute la classe politique à saisir la main tendue du chef de l'État. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Le Dialogue, qui place également un mot sur l'actualité internationale avec la présidentielle au Libéria. 4 partis négocient un front anti-OEA au Libéria. L'article est dans le journal Le Dialogue. Écho du pays, main tendue du pouvoir pour un dialogue. Et si les 2 partis s'y mettaient pour réussir celui-là, à lire dans le journal. 14e forum international, enfin, la 14e foire internationale de Lomé. La construction des stands démarre ce week-end. Crise dans l'éducation, les enseignants annoncent 3 jours de grève à compter de lundi prochain. Les détails à découvrir dans le journal. Depuis le chantier de la décentralisation abandonné par l'opposition, le CNSD poursuit le travail. Écho du pays donc. Et puis le dernier journal avec nous, c'est Le Patriote. Résolution de la crise togolaise. Le dialogue annoncé par le gouvernement a du plomb dans l'aile. Et cette réaction de Mme Brigitte Adjamago Johnson, nous irons marcher à Sokodé et Bafilo. L'article est dans le journal. Et Yark Damran, un article à lire là-dessus. L'incompréhensible ministre de la Sécurité, écrit le Patriote. Qu'est-ce qui arrive au ministre de la Sécurité, le colonel Yark Damran? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais, admirateurs de celui-là, qui était il y a peu l'un des rares ministres de l'air fort, Gnassingbé, son temps, à maîtriser son travail
en la matière. En tout cas, les détails, c'est à découvrir dans le journal Le Patriote à la page 4. Et puis, les centres hospitaliers universitaires du Togo, l'oxygène médical, un luxe vital que seule une minorité peut se permettre, écrit le confrère. Et puis, un mot sur le sport et la question du sélectionneur national, le Claude Leroy, ou l'aveu d'un échec. Les prémices d'un départ, s'interroge le Patriote. Vous avez compris, dans les kiosques ce jeudi, pas mal de journaux, outre le journal Le Patriote. Vous avez le journal Écho du Pays, il y a le journal Le Dialogue, qui est aussi dans les kiosques, le billet hebdomadaire Togo Matin, la Nouvelle Tribune, chronique de la semaine, vous avez Flambeau des démocrates, le quotidien Forum de la semaine et le quotidien Liberté. Comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Baora. Il a accusé quelques minutes, il est en route en direction de la maison, de la radio. Nous l'attendons vivement.
Taxi FM. Taxi FM.
radiotaxifm.com. Écoutez votre radio en ligne, la grille de programme, vos animateurs, les articles et le replay de vos émissions préférées. Taxi FM, la radio géniale.
si on partageait le même taxi? Taxi FM. Diba musique. Ambiance. Et bah. Ici à Fimano, le Hikago de Siama. Ulu anotamana. Matonye mo popo gasimena mamu. Ne wawo anoke klem le tukodo. Dini golonga. Dina panga kaba
kanye di moko bosia jogo bo maloda. Original Togo. On va prendre une nouvelle danse. La danse de l'araignée blessée. Aïe, on danse la forme de cire. Faites à gauche. Faites à droite. Allez, tous ensemble. Oh, aïe, go bin, aïe, go bin, aïe, go bin, aïe, go bin. Oh, aïe, go bin, 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 aïe, go bin. Bonsoir. Mais ça fait la siwa. Taxi FM. Mais ça fait la siwa. Ouais. FM 93.1.
Nenha novia, nega nitito, alo wamenonde. Yabovo, totonye, que si non nous garde non. Nemie notu, odo, asile asime, le novi sile le babana. Oh, novi nyewe. Yeah.
Mon grand-père me dit depuis très longtemps de se méfier de l'homme est très important, car la vie est précieuse. Mes chers amis, soyez vigilants, je vous le dis très sincèrement. C'est de lui amener nous au dos, si qu'on les tient amener si on nous, et puis voler lui amener au chon. Nos vies vont wader, mais n'y a qu'au mec bio. Si la vie amener, on verrait que melo, et puis mets toi dis non. Mais mes coupons, one of your fun, one of how we my le vivant, le bateau, Akangana, trouva soin, nous coucou le luna, le vivant, le bateau, Akangana, trouva soin, nous coucou le mina, Taxi FM. Taxi FM 93.1. Nos vies vont wader, mais n'y a qu'au mec bio. Mi
FM. Le Wibor, le bateau, Akangana, le Bassoin, Nkoukou, le Luna, Akubo, me vole le Wibor, le bateau, Akangana, le Bassoin, Nkoukou, le Mina, Akubo. Akula mzulu etodi yobi nya beko ba ko bene mfo si choma yoba nya mo jo do ma bro fala yo ni mete pratique ane we kicha ma pladaka o jo kekeke Kesina nuade lukana cho ao Ese akwa do kona de jo Na vigne Anyo bena kwa gbe no no Sinami amene Yare kemelo Ifume twa di na Neme kuku Wano atyofa Wano hauti mae Nikaje di mando Gasole, tu mette di manto. Taxi Nutri Santé, votre santé nous tient à cœur sur Taxi FM. Suivez Taxi Nutri Santé, votre canal de santé sur Taxi FM, la radio géniale. Dans Taxi Nutri Santé, praticiens de la santé, nutritionnistes, personnes ressources du monde de la santé sont à vos cheveux. Taxi Nutri Santé, votre santé est garantie sur Taxi FM. Retrouvez Taxi Nutri Santé tous les jeudis de 16h à 17h. Taxi Nutri Santé avec Joël Oniglo tous les jeudis 16h-17h. Ok, voyons ça de plus près. C'est très coloré et surtout varié aussi. Pas mal. Hé Mike, pas touche là. Cette corbeille, elle est pas pour toi. Elle est pour mes auditeurs et tu le sais. Oui, c'est bon, je le sais. Bon, la corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. La corbeille de Diane. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. Tout le lundi, mardi et jeudi, 13h30 à 15h. Portrait, projecteur, vue de l'extérieur, les bons plans, parfums de femmes, astuces, santé et les infos tous azimuts. La corbeille de Diane, c'est le fourre-tout de l'info. Et les plus belles chansons de vos légendes entre 13h30 et 15h sur Taxi FM. Vous écoutez Taxi FM. Il est midi. Tout de suite, la pub. Au début, nous étions une petite famille, avec le numéro d'appel 90. Quelques années après, un autre numéro d'appel s'est ajouté à notre belle famille, le numéro 91. Puis a suivi un autre, le 92. Et quand le numéro d'appel 93 est venu, nous étions particulièrement heureux parce que nous devenions une plus grande famille. Chez nous, à Togocel, nous aimons la famille. C'est pourquoi nous avons désiré et souhaité pour vous une très belle nouvelle naissance. Les numéros d'appel commençant par 70. Grâce à vous, nous comptons plus de 3 millions d'abonnés pour lesquels nous essayons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous ne nous lasserons jamais d'innover pour votre plus grand bonheur. Togocel, le leader. L'info pratique, c'est sur MC+ de Togocel. Le service MC+, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC+ de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC+ de Togocel, disponible 24h sur 24.
Togocel, le leader. Du 24 novembre au 11 décembre 2017, vivez la 14e foire internationale de Lomé au centre togolais des expositions et foires de Lomé. Thème, le numérique au service des affaires. Plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires. Ne manquez surtout pas les rencontres B2B. Faites alors un tour sur l'application Foire Togo 2000, téléchargeable sur Play Store. La foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Pour plus d'informations, consultez le site www.ctf.tg ou contactez le 00228 22 35 07 27 ou le 90 31 76 37. God Communication et Togocel vous présentent le match Togo-Île Maurice. En prélude aux éliminatoires de la CAN 2019, les éperviers du Togo, dans le cadre des journées FIFA, affrontent en amical leurs homologues les Dodos de l'île Maurice ce dimanche 12 novembre 2017 à 15h30 au stade de Kégué. Qui des éperviers ou des Dodos va remporter cette rencontre stratégique? Faites massivement le déplacement pour pousser nos ambassadeurs à la victoire. Prix des places, tribune solaire, 500 francs. Tribune couverte, 1000 francs. Loge officielle, 10 000 francs. Infoline 90 00 64 08 91 33 87 42. Un événement God Events. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gaton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gaton. Taxi Presse. Taxi Presse de ce jeudi, comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, M. Gilbert Barbara. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Eric, je voudrais d'abord commencer en m'excusant auprès de vous-même, mais également auprès de vos auditeurs. Bien entendu. Parce que j'ai été pris pratiquement dans une réunion du Conseil national du dialogue social. Et par respect pour les interlocuteurs, notamment les partenaires sociaux, que sont le patronat, les organisations syndicales, et vu l'importance de la réunion, parce qu'il s'agissait d'évoquer la situation dans les secteurs de l'éducation et de la santé, je n'ai pas pu me libérer, donc je voudrais exprimer mes regrets auprès de vous-même et de vos auditeurs. Très bien. Alors, comment ça s'est passé avec les syndicats? Puisque vous savez que la semaine prochaine, les partis politiques seront dans la rue, on va l'évoquer tout à l'heure, mais les enseignants aussi annoncent leur présence ou leur absence dans les établissements. Et on sait comment ça se passe. Quand ils ne sont pas dans les écoles, les élèves sont dans la rue. Oui, merci de me donner l'occasion de dire quelques mots concernant le secteur de l'éducation et peut-être accessoirement, si le temps nous permet, le secteur de la santé. La réunion qui est encore en train de se dérouler actuellement au sein du Conseil national du dialogue social est une réunion d'information. Les membres du Conseil national du dialogue social souhaitaient être informés et prendre connaissance et être édifiés sur les discussions et les différentes initiatives qui ont déjà eu lieu dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé, pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires afin de ramener le calme et la sérénité dans ces deux secteurs vitaux de notre vie nationale. Vous savez, quelques mots sur le secteur de l'éducation. En 2016, il y avait des plateformes revendicatives, des organisations syndicales du secteur de l'éducation, y compris de la CZ. Ces plateformes portaient essentiellement sur la question de l'intégration des enseignants auxiliaires, la question des affectations et des mutations dites punitives, la question du statut particulier des enseignants, l'amélioration ou l'instauration d'un certain nombre de primes et le problème de cotisation et de prélèvements qui ont été effectués et perçus sur les salaires de certains enseignants auxiliaires avant leur intégration
dans le cadre de la fonction publique. Et le gouvernement avait mis en place un groupe de travail qui a regroupé aussi bien les organisations syndicales de base du secteur de l'éducation que les centrales syndicales, de même que la Coalition nationale pour l'éducation pour tous et les associations des parents d'élèves du Togo. Les responsables de l'éducation confessionnelle, de l'enseignement confessionnel, ont été également associés à ces travaux. Et à ce jour, au moment où je vous parle, je peux dire que l'essentiel des préoccupations et des revendications exprimées par les enseignants ont été satisfaits. Et bien entendu, nous sommes des êtres humains, il y a une aspiration à l'amélioration des conditions de vie et de travail, et le gouvernement est compréhensif et comprend la légitimité de ces préoccupations. Quand je prends la question des enseignants auxiliaires, la quasi-totalité des 13 000 enseignants auxiliaires ont été déjà intégrés dans la fonction publique. Aujourd'hui, au niveau des enseignants, ils ne sont plus à ce niveau. Non, mais justement oui. c'est important de rappeler ce qui a été fait. Ça, on l'a déjà fait. La presse en est déjà occupée par rapport aux avancées que le gouvernement a fait. La presse en a déjà parlé. Non. Mais l'essentiel aujourd'hui au niveau des enseignants, c'est le statut particulier. Oui, non, ce n'est pas seulement le statut particulier. Parce que quand il y a un point d'honneur. Oui, c'est un point d'honneur. Mais si vous n'avez pas une vision d'ensemble de tout ce qui a été fait, non, ça, on l'a déjà. Il peut y avoir... Non. Il peut y avoir tentation à se focaliser uniquement. Je vous dis, la question des enseignants auxiliaires, quasi-totalité des 13 000 enseignants auxiliaires ont été intégrés. La question des prélèvements et des cotisations perçues auprès de certains enseignants auxiliaires avant leur intégration, ça également, le problème est concrètement réglé. À travers les médias, les journaux, notamment Togo Presse, il y a eu un communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale lançant un appel à tous les enseignants qui sont concernés d'aller dans les agences de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans leur lieu de travail, où des guichets spécialisés ont été ouverts pour répondre concrètement et payer ce qui doit être payé ou reverser ce qui doit être reversé. La question des affectations ou des mutations dites punitives, les discussions au sein du groupe de travail ont permis de parvenir à une solution. Le gouvernement reste totalement ouvert à examiner avec les fédérations des syndicats des enseignants et les centrales syndicales chaque fois qu'un de leurs membres est affecté et muté pour des raisons de service et que cela pourrait créer un problème dans le fonctionnement de cette organisation syndicale. Le gouvernement examinera la question, étant entendu que c'est les besoins et les exigences du service qui dictent exclusivement les affectations et non pas toute autre considération, par exemple punir un agent parce qu'il appartiendrait à une organisation syndicale. L'amélioration des conditions de travail en termes de primes des enseignants. Au mois de mars, les primes avaient été, la prime d'incitation à la fonction enseignante a été doublée de 8 à 16 000 et de 10 000 à 20 000. Oui, ça ce sont des rappels. Aujourd'hui, c'est des rappels. Oui, même le problème... L'opinion est au courant que le gouvernement sur ces points a considérablement avancé. La question de l'enseignement et du statut particulier. Bien sûr. Un groupe de travail, un comité de rédaction a été mis en place. Ce comité de travail et de rédaction a eu à rencontrer tous les acteurs. Les fédérations des syndicats des enseignants, les centrales syndicales, s'est déplacé sur le terrain dans toutes les régions de notre pays, a rencontré des enseignants, des associations de parents d'élèves, a remis un travail préliminaire au Premier ministre. Ce rapport préliminaire a fait l'objet d'une discussion plus approfondie avec l'ensemble des acteurs du groupe de travail qui avait été mis en place pour l'améliorer. Bien entendu, dans ce document, il y a quelques nuances et divergences, mais pour l'essentiel, les mesures pouvant être à l'avantage des enseignants sont pratiquement d'application, même en dehors de l'adoption formelle de ce statut particulier. Monsieur le ministre, c'est sûr que d'ici à lundi, le gouvernement ne sera pas capable de satisfaire aux revendications des enseignants comme le statut particulier. Alors, les enseignants disent que lundi, ils seront dans la rue, enfin, ils n'iront pas à l'école, et on sait ce qui arrive souvent, ce sont les enfants qui seront dans la rue. Mardi, ce sera pareil, et mercredi, ça ne vous fait pas peur? Non, ça nous fait peur. Moi, je vous manquez sérieusement au niveau du gouvernement, vous manquez d'un peu plus de
1 milliard pour régler le problème là, parce que... Vous croyez que c'est un problème d'1 milliard? Entre le mois de mars et au moment où nous parlons, c'est 8 milliards qui ont été débloqués pour améliorer le traitement... supplémentaire. Oui, supplémentaire. Mais hier, le Conseil des ministres a délibéré sur une loi de finances rectificative 2017. Et l'une des raisons fondamentales nous ayant conduit à cette situation... Ce sont les enseignants? Bien sûr, c'est l'amélioration de la condition de l'enseignant. 8 milliards qui n'étaient pas prévus dans le budget 2017 à l'origine. Et qui aujourd'hui sont consacrés pour améliorer le traitement salarial des enseignants. Et ces 8 milliards, ce n'est pas 8 milliards ponctuels. Bon, c'est 8 milliards qui chaque année... Vous nous avez habitués à des budgets rectificatifs chaque année quand même. Hein? Non, c'est pas... Oui, mais il y a toujours une raison. Un budget rectificatif peut être justifié soit par un manque de recettes qui était prévu ou par des dépenses supplémentaires qui ont eu lieu et qui n'étaient pas prévues. En l'espèce, l'essentiel des raisons ayant conduit le gouvernement à l'adoption d'une loi de finances rectificative, c'est les 8 milliards consacrés à l'amélioration des conditions de l'enseignant, notamment à son traitement salarial. Alors, on va aborder la question politique tout à l'heure, mais en un mot sur, justement, cet aspect des enseignants, est-ce qu'une solution sera apportée avant lundi? Oui ou non, monsieur le ministre? Non, je ne suis pas un démagogue. Je ne suis pas dans le populisme. Donc, rien ne sera fait avant lundi. Les enseignants seront en mouvement de grève? Non, vous savez, à partir du moment où il y a la discussion, où il y a l'ouverture, je vous dis, je viens d'une réunion où se trouve et l'ensemble des membres du Conseil national du dialogue social et tous les acteurs. La CZ, les fédérations des syndicats d'enseignants siégeant au CPC, le cadre permanent de concertation, les associations de parents d'élèves, les responsables de l'enseignement confessionnel. Vous savez, nous ne sommes pas dupes. Il y a des revendications qui sont exprimées et qui justifieraient la situation actuelle et qui n'ont pas lieu d'être. Je vous donne un seul exemple. D'accord. La situation de l'enseignement confessionnel. Les fédérations prétendent qu'il faudrait régler le problème des 1045 enseignants, qu'il faudrait intégrer les 20 000 francs d'indemnité forfaitaire au traitement de ceux des enseignants du confessionnel qui émergent dans le budget de l'État, et qu'il faudrait également régler de manière définitive à travers une convention les relations entre l'État et les églises. Vous savez, au lendemain de la remise au Premier ministre du projet de statut particulier, le gouvernement, au niveau des ministres, moi-même avec mes autres collègues, nous avons reçu les responsables de l'enseignement confessionnel et nous avons mis en place un groupe de travail pour réfléchir. Les 3 questions ont déjà été réglées. 1. Les 1045 enseignants, le gouvernement s'est engagé à renforcer et à accroître la subvention de l'État pour permettre une amélioration du traitement salarial de ces 1045 enseignants. L'intégration de l'indemnité de 20 000 forfaitaires afin d'améliorer les perspectives de pension des enseignants du confessionnel concernés, le gouvernement avait déjà pris l'engagement et la discussion avec les responsables de l'enseignement confessionnel a permis de confirmer ça. Donc, c'est beaucoup plus de la surenchère et d'autres motivations et objectifs qui sont poursuivis. Ça n'a rien à voir avec... Des motivations politiques, vous savez, moi, je ne veux pas me lancer dans des procès d'intention. Nous sommes des Togolais. Avant d'être enseignants, avant d'être syndicalistes, on est des citoyens et chacun a le droit d'avoir des opinions et des convictions politiques. Très bien. Mais créer la confusion et l'amalgame entre les engagements ou les actions d'ordre syndical et les actions politiques, je ne crois pas que c'est cela qui aiderait notre pays à aller de l'avant. Mais nous ne sommes pas dupes. On va aborder un autre sujet. Peut-être qu'un autre jour, on pourra évoquer toutes ces questions-là qui sont des questions essentielles aujourd'hui. Bien sûr. Je souhaite qu'un de ces jours, pour rattraper le temps que nous avons perdu aujourd'hui, vous m'invitiez. Je vous appelle dans 2 semaines, vous serez là? Je vous assure. Dans 2 semaines, vous serez là? Oui. Vous avez déjà mon oui de principe. Maintenant, si les exigences du travail ou mes chefs, le Premier ministre et le Président de la République, me confiaient d'autres tâches qui m'empêchaient, j'aurai le temps de vous avertir à temps afin que vous puissiez avoir un autre interlocuteur. Mais je m'engage dans les 2 semaines à revenir afin que nous puissions discuter davantage la question des efforts que la collectivité nationale
doit consacrer au secteur de l'éducation et au secteur de la santé. On va en parler. Merci beaucoup d'avoir pris l'engagement publiquement, je vous le dis, puisqu'il y a des milliers de... L'engagement sera tenu, parce que nous avons toujours été des hommes et des femmes de parole et d'engagement. Parfait. Alors, on va parler politique un petit peu avec ce qui se passe dans notre pays. En arrivant ici, vous aurez dû apercevoir encore certains Togolais dans la rue, réclamant le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Un petit peu si Faure Gnassingbé ne peut pas, votre patron, s'il ne peut pas satisfaire à cette demande-là de quitter le pouvoir. Alors, lundi dernier, vous avez quand même pris certaines décisions allant de la libération de 42 manifestants, à lever du contrôle judiciaire sur le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, et puis annoncer, je vais dire, des discussions prochaines entre la classe politique. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui, Gilbert Bawara, cette main tendue du gouvernement envers les opposants? Avant de revenir à ces mesures de décrispation et d'apaisement, vous me permettez, M. Eric, moi j'ai cru comprendre, en sillonnant le pays, en écoutant les Togolais, que nous avions opté résolument pour la démocratie. Et Faure Essozimna Gnassingbé est président de par la volonté des Togolais. Il a été élu dans les urnes. Et si les gens devaient s'engager dans des logiques autres que les logiques démocratiques, et s'il partait aujourd'hui, qui viendrait? Et si la personne vient et d'autres Togolais se mobilisent et demandent à cette personne de partir? Vous savez, moi je crois que nous n'avons aucun intérêt à sortir de la logique démocratique, à aller dans le sens de la rupture de l'ordre constitutionnel, parce que ce serait la porte ouverte à toutes les aventures. Vous voulez dire que si Faure Gnassingbé aujourd'hui quitte le pouvoir, ce serait un chaos? Non, attendez. Vous voulez dire que si Faure Gnassingbé quitte le pouvoir aujourd'hui, ce serait un chaos? Vous savez, je dis tout simplement, oui. Si un président démocratiquement élu doit partir dans ce genre de conditions, d'autres Togolais seraient fondés demain à se mobiliser et faire partie celui qui viendrait après. De deux choses l'une, où nous souscrivons à la démocratie et aux élections, et même s'il s'agit d'améliorer, de continuer à parfaire nos processus électoraux, il s'agit d'abord de partir d'un socle. Et ce socle-là, c'est l'ordre constitutionnel, c'est les règles et les institutions démocratiques. Si nous sortons de ce cadre-là, c'est la porte ouverte à toutes les aventures, à l'incertitude et à l'instabilité. Cela n'est pas valable seulement pour le Togo, c'est également valable pour d'autres pays. Un président démocratiquement élu, il n'y a pas de raison, sauf dans les cas prévus par la Constitution, qu'il parte. C'était important de souligner cela. Si le peuple qu'il a élu demande qu'il quitte le pouvoir, pourquoi est-ce que vous estimez que ce ne sera pas possible? Vous savez, à travers le monde, le propre de tous les populistes, de tous les démagogues, c'est de faire l'amalgame et la confusion entre la rue et le peuple. Qu'est-ce que vous appelez populiste et démagogue? Non, vous savez, clair dans les réponses. Vous savez, il y a quelques... On sait que vous n'avez pas de langue de bois. Oui, qu'est-ce que vous appelez démagogue et populiste? Il y a quelques jours en arrière, le président français Macron disait qu'en démocratie, le pouvoir ne se trouve pas dans la rue. Il le disait à propos de certains partis politiques et d'organisations syndicales qui oubliaient qu'il avait été élu et que pour être élu, il avait défendu un programme et un projet et il mettait en œuvre le projet qui avait été décidé. Quand je dis populiste, quand vous voyez en France, parfois, certains pensent que le Front National, c'est un parti populiste qui font dans la démagogie. D'autres le diraient aujourd'hui de la France insoumise. D'autres le diraient aujourd'hui par rapport aux nationalistes et aux indépendantistes catalans. Sur tous les cieux, à travers le monde, il y a toujours des démagogues. Vous vous situez où vous êtes dans le peuple. Vous me situez où moi, Gilbert Bawara, en tant que citoyen? Je suis dans le peuple ou pas? Est-ce que mon opinion compte ou ne compte pas? À travers de Saint-Cassé jusqu'à Anéhor, de Badou jusqu'à Vaughan, dans toutes nos contrées, il y a beaucoup de citoyens qui ont également leur opinion et leurs convictions. Nous nous respectons. S'il s'agit de l'expression libre des opinions et des convictions politiques,
nous sommes profondément attachés à cette liberté et à cette diversité et cette pluralité des opinions. Mais donner le sentiment que ceux qui sont dans la rue, quel que soit leur nombre, et nous respectons, c'est d'ailleurs pourquoi nous ne sommes jamais engagés dans des controverses ou des polémiques concernant le nombre de ceux qui sont dans la rue. Ceux qui sont dans la rue, ils expriment des opinions et des convictions et cela doit être respecté. Mais quand on écoute votre collègue de la sécurité, le ministre Yark, tous les soirs, à l'issue des manifestations, il donne le sentiment que bon, c'est juste quelques personnes qui manifestent. Vous n'avez pas la même lecture? Écoutez, moi je vous dis tout simplement que même si 2 personnes parmi nos concitoyens se mettaient dans un coin de rue ou sur une place publique et interpellaient le gouvernement, interpellaient les autres concitoyens, nous devons être à leur écoute. Donc qu'ils soient 1, qu'ils soient 2, qu'ils soient 10, qu'ils soient 1000, qu'ils soient des milliers ou qu'ils soient des millions, parce qu'on a entendu dans ce pays qu'il y avait des millions. Vous savez, tout cela, cela ne nous ébranle pas, cela ne nous émeut pas, parce que nous sommes profondément démocrates, nous les écoutons, mais je vous dis, ceux qui sont dans la rue ne sont pas l'entièreté du peuple togolais. Le peuple togolais, démocratiquement et politiquement, se constate à travers les urnes. Et quand ils vont aux urnes et ils votent conformément aux règles et aux procédures prévues dans le cadre électoral, leur voix compte et doit être respectée. Alors revenons à la question initiale. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette main tendue du gouvernement après 3 mois, après le début des manifestations, après que des citoyens ont perdu leur vie? Mais Eric, j'ai l'impression que vous étiez hors du pays. On est là, on vous observe en tant que média. Vous étiez au Togo le 5 septembre 2017. On était là. Lorsque le Conseil des ministres a délibéré et adopté le projet de révision constitutionnelle, le chef de l'État a lancé un appel à la classe politique, et particulièrement aux partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale, de faire preuve de dépassement et d'œuvrer pour parvenir à un compromis et à un consensus. Je voudrais rappeler que lorsque ce projet de révision a été adopté le 5 septembre 2017, il se trouvait sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de révision constitutionnelle déposée par un groupe de partis politiques membres de la coalition des 14 partis politiques. Et cette proposition avait été ajournée. Dans l'entendement du gouvernement, les bases d'un débat et d'un dialogue républicain et démocratique à l'Assemblée nationale étaient réunies. Nous avions à la fois le projet du gouvernement et la proposition de l'opposition. Les deux mises ensemble permettaient de débattre dans un esprit d'ouverture et de recherche d'un compromis. Il n'y a pas eu un compromis justement sur ces questions. Oui, mais quand vous dites que le gouvernement aurait été subitement pris par une volonté d'apaisement ou un souci de dialogue, je vous rappelle ce message du chef de l'État et du gouvernement pour vous dire que nous sommes dans le cadre d'un président de la République qui n'a cessé de pratiquer depuis 2005 l'ouverture et le dialogue. Nous sommes dans le cadre d'un gouvernement issu d'un parti politique, notamment UNIR, dont le fondement, c'est la reconnaissance de la diversité qui caractérise le peuple togolais. Et quand il y a une pluralité d'opinions, une diversité dans une communauté, c'est à travers le dialogue et la concertation qu'il faut rechercher des solutions qui correspondent à l'intérêt général et au bien commun. Et ça est toujours une ligne de conduite du président Faure Gnassingbé et du gouvernement depuis 2005. Que propose aujourd'hui le gouvernement? C'est un dialogue ou une négociation? Quelle est la différence? Je n'en vois pas. Une discussion, c'est entre deux personnes. Ah oui, non. Une négociation, vous appelez tout le monde. Puisque dans le communiqué, vous parlez d'une discussion inclusive. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui seront autour de la table? Ceux qui sont dans la rue et qui manifestent, ou vous allez enjoindre à eux d'autres partis politiques qui, eux, sont dans leur maison, qui ne revendiquent rien. Mais vous savez, il y a une majorité silencieuse, sans doute éprise. Qui ne s'exprime pas. Qui ne s'exprime pas, qui est éprise par les règles de la démocratie, qui souscrivent aux efforts pouvant permettre à notre pays de réaliser les réformes, de renforcer la démocratie, de consolider l'état de droit. Pas. Alors, si oui, mais écoutez, comment est-ce qu'on peut l'écouter alors, à votre avis? On n'a pas besoin que les gens aillent dans la rue, que les gens organisent des actes de violence, que les gens s'emparent des armes
pour s'écouter. Il faut écouter même ceux qui ne parlent pas. Et si nous voulons rechercher des solutions, il faut être à l'écoute de tout le monde. Aussi bien de ceux qui manifestent que de ceux qui ne manifestent pas. Parce que la meilleure manière de légitimer la violence et un certain nombre de comportements, c'est de dire, c'est seulement que quand les gens sont dans la rue, manifestent, posent des actes de violence, s'en prennent aux militaires, égorgent des militaires, lapident des gens. Cette question, si vous voulez, on va revenir là-dessus. Non, je vous dis tout simplement, oui. nous avons intérêt. Que propose aujourd'hui le gouvernement togolais? Nous avons un dialogue? Bien sûr. Le dialogue, ça signifie qu'il faut veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes et des acteurs qui sont intéressés et qui peuvent apporter des contributions et des réflexions pour permettre à notre pays de réaliser les réformes, que tous ces acteurs-là puissent se retrouver autour d'une table. Et donc, il est mieux d'avoir un dialogue sans exclusive plutôt que de légitimer par l'exclusion. Vous savez, nous avons eu dans notre pays des moments d'exclusion. Dans les années 91-93, même ceux qui parlent aujourd'hui de la constitution dite originelle de 1992, si vous reprenez, je vous encourage à le faire d'ailleurs, si vous reprenez les déclarations et les positions des différents acteurs politiques à la veille du référendum de 1992, vous serez surpris par la soudaine conversion de certains à cette constitution dite originelle. Mais je dis, ça fait partie de la politique, c'est respectable, c'est légitime. Aujourd'hui, nous devons savoir discuter sans exclusive et discuter pour parvenir à des résultats qui sont dans l'intérêt de notre pays. L'intérêt de notre pays, ce n'est pas de rester dans le statu quo, c'est de progresser sur la base de ce qui existe pour voir ce qui peut être amélioré. C'est dans cet esprit que le gouvernement a pris des mesures de décrispation et d'apaisement. D'abord pour réaffirmer la nécessité de la préservation et du respect. Ça veut dire que vous avez commencé par faire des concessions. Parce que le 3 octobre dernier, lorsque vous étiez en déplacement au Burkina Faso, vous déclarez devant les médias burkinabais et internationaux que le gouvernement togolais ne reculera pas devant la rue, qui est différent du peuple. Alors, en sortant ce communiqué aujourd'hui, en cherchant à faire des concessions, est-ce que le gouvernement togolais que vous représentez sur notre plateau aujourd'hui n'est pas en train de reculer? Je voulais d'abord réaffirmer que les mesures nombreuses prises par le gouvernement s'inscrivent dans le souci de préserver et faire respecter les libertés démocratiques et les droits politiques dans notre pays, particulièrement la liberté d'association, de réunion et de manifestation, et de l'autre côté, œuvrer ensemble avec les partis politiques, les organisations de la société civile pour prévenir et éviter les débordements, les violences, avec leur lot de pertes en vies humaines, de blessés, de dégradations et d'atteintes aux biens privés et publics. Cela est extrêmement important. La deuxième motivation, c'est de créer une atmosphère de sérénité et de calme nécessaire afin que le dialogue puisse être fécond. Maintenant, vous savez, un gouvernement doit agir avec le sens de l'élévation et de la responsabilité. Chaque fois qu'un acte, chaque fois qu'une mesure va dans l'intérêt national, le gouvernement n'a pas à avoir du scrupule ou des états d'âme pour dire j'avais dit ceci et si je prends telle mesure, ça signifie que je me dédie. Non. J'ai dit quelque chose au Burkina et je continue à penser que c'est la vérité. J'ai dit peut-être les événements de 2014 au Burkina ont induit une part de nos concitoyens et notamment une frange de partis politiques en erreur. Ce qui s'est passé au Burkina leur a donné le sentiment qu'il suffirait par la rue de se mobiliser et de poser un certain nombre d'actes pour aller dans une rupture de l'ordre, voire le renversement de l'ordre constitutionnel et des institutions, déstabiliser les institutions. Togo, des gens peuvent marcher, hein, comme on prévoit le faire la semaine prochaine, de lundi à vendredi, ça ne vous dit rien, vous ne reculerez devant rien. La question n'est pas là. La question est de savoir si nous souscrivons à la démocratie ou pas, si nous voulons respecter les libertés ou pas. Et le gouvernement dit, nous souscrivons à la démocratie, nous devons œuvrer pour renforcer et approfondir la démocratie, nous devons respecter les libertés, y compris la liberté de manifestation.
Et en même temps, nous devons travailler pour renforcer la démocratie à travers les réformes. Et donc, ce souci de l'ouverture, ce souci d'apaisement seront permanents et constants au niveau du gouvernement. Cela ne signifie pas que l'état de droit ne doit pas prévaloir, que l'autorité de l'État ne doit pas être exercée. Mais ça doit toujours être exercé avec mesure. Et le message que nous pouvons lancer à nos concitoyens, notamment aux partis politiques, c'est de ne pas considérer que ces gestes d'apaisement et de décrispation, cette volonté d'ouverture constitue une faiblesse, mais c'est la volonté de voir qu'est-ce qui est dans l'intérêt de notre pays. Ce qui est dans l'intérêt de notre pays aujourd'hui, c'est d'apaiser les esprits, c'est d'apaiser les cœurs et d'aller vers des discussions. Les manifestations commencent depuis le 19 août dernier. Mais Eric, j'ai l'impression que nous parlons un langage de sourds. D'abord, je vous ai rappelé... Non. Oui, mais vous avez parlé du 5 avec... Oui, mais je vous ai rappelé les mesures. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça un peu plus tôt pour éviter ce à quoi on assiste aujourd'hui? Vous savez, de l'opinion. J'ai la faiblesse de continuer à croire que ceux qui ont posé un certain nombre d'actes graves le 19 août et qui continuent à persister dans une logique non démocratique n'ont pas véritablement vocation à être dans le champ démocratique et dans le champ politique. On peut les exclure demain, c'est ça? La question n'est pas là. Vous savez, il y a beaucoup de dirigeants à travers le monde qui ne comprennent pas qu'une manifestation dite pacifique débouche sur le saccage et l'incendie d'un commissariat, que les militaires soient pris à partie, battus, jusqu'au sang, que des armes soient récupérées, des munitions soient emportées, que des citoyens soient tués aussi. Mais le gouvernement a toujours déploré et même regretté les incidents ayant débouché sur la mort de nos concitoyens. Mais que un groupe de manifestants soit allé au domicile d'un ministre et deux militaires en mission chez ce ministre-là, alors qu'ils ont déposé leurs armes. Ils ont été lynchés et égorgés. Vous savez, moi, je voyais ça dans les journaux, dans les télévisions, en Syrie, en Irak. Je n'ai jamais imaginé qu'on en arrive là au Togo. Et je dis tout simplement, ce genre d'actes graves ne resteront pas impunis. Ces genres d'actes et de comportements ne restera jamais impunis. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut savoir éviter de faire de l'amalgame et de la confusion entre l'immense majorité des partis politiques, y compris ceux qui sont membres de la coalition des 14 partis, ou de nos concitoyens qui sont dans les rues et qui légitimement souhaitent que des réformes puissent être opérées dans le sens de l'amélioration de la démocratie, et de ceux qui sont dans une logique insurrectionnelle et ceux qui cherchent à déstabiliser les institutions de l'État. Vous savez... Non, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent... Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à déstabiliser l'État, sincèrement? C'est vrai que nous écoutons des discours venant du gouvernement. Ce n'est pas des discours. Il n'y a pas longtemps, votre collègue de la communication disait sur Radio France Internationale qu'à Sokodé, par exemple, des gens molestent des militaires au cri de Allahu Akbar. Non. Et c'est la première fois que nous écoutons ça dans les médias. Mais moi, je ne vous ai pas parlé de religion pour le moment. Vous n'en êtes pas loin. Non. On n'a pas besoin d'appartenir à une religion particulière pour chercher à déstabiliser les institutions ou à être dans une logique ou une démarche insurrectionnelle. Qu'est-ce que les manifestants ou leurs responsables disaient le 19 août? Disons-nous la vérité, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'ils vont aller prendre le pouvoir à la présidence. Avant... Ils veulent le départ de Faure Gnassingbé. Oui, c'est ce que on a développé ça suffisamment. Si on est dans une démarche démocratique, c'est à travers les élections qu'un chef d'État qui a été élu peut partir. Vous savez, il ne faut pas se méprendre sur la majorité silencieuse dont j'ai parlé tout à l'heure. Si certains de nos concitoyens avaient le sentiment que leur attachement à la démocratie, leur attachement aux institutions démocratiques
étaient remises en cause par un certain nombre de comportements, je suis sûr qu'ils agiront eux aussi. Et donc, personne n'a intérêt à aller dans cette logique-là. Parce que dans cette logique, nous ne savons pas où se trouvera la vérité et l'issue. Et donc, nous préférons continuer à nous inscrire totalement et pleinement dans une démarche démocratique qui nous oblige et qui doit obliger tous les acteurs à faire preuve de modération, de responsabilité, à accepter de se mettre autour d'une table pour que chacun puisse s'exprimer, exprimer ses revendications et ses préoccupations. Et ensuite, à l'aune de l'intérêt supérieur de notre pays, on essaye d'avancer les uns envers les autres pour parvenir à des compromis. Sinon, toutes les autres logiques, qu'il s'agisse d'un certain nombre d'individus à l'intérieur du Togo, ou de ceux qui de l'extérieur les manipulent et les instrumentalisent, je vous assure de la ferme détermination que cette logique-là sera démantelée et on y mettra fin. Alors, cette fermeté dont vous faites allusion, est-ce que ça ne va pas être la poudre de plus pour mettre le feu, finalement? Non, 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 non. Ou le feu non, pour non, mettre... Non. Eric, le souci de l'apaisement, le souci de la décrispation, la volonté de dialogue, la volonté d'ouverture, le souci de rechercher des compromis ne doit pas non plus nous amener à préférer l'hypocrisie et le mensonge. Je pense que c'est seulement si nous nous disons les choses telles qu'elles sont. Je dis tout simplement, l'immense majorité des partis politiques, y compris nos frères et sœurs au sein de la coalition des 14 partis, l'immense majorité des Togolais, y compris ceux qui sont dans la rue et que nous respectons, sont dans une logique démocratique. Ils veulent s'exprimer parce que dans notre pays, chacun est attaché aux droits politiques et aux libertés démocratiques. Chacun est attaché à la liberté de manifestation et de réunion. Et c'est ce que le gouvernement vient de faire en veillant tout simplement à ce que les organisateurs des marches disposent d'un service d'ordre, que ce service d'ordre travaille et coopère étroitement avec les forces de l'ordre et de sécurité pour encadrer les manifestants et les manifestations afin d'éviter les incidents, et que les organisations de la société civile, y compris les organisations de défense des droits de l'homme, à travers leur présence, aident à préserver le caractère pacifique des manifestations. Tout à l'heure. Et lors d'une manifestation, quand il y a des incidents, par la suite, on peut faire le point et tirer des enseignements pour améliorer. Cette immense majorité de la population, nous devons respecter et agir dans le sens de l'adoption des réformes à travers le dialogue. Tout à l'heure, on va revenir sur la question du dialogue, je ne veux pas non plus occulter le fait qu'il y a une infime partie de gens, y compris de responsables politiques, qui sont dans une logique autre que la logique démocratique. Si je vous disais le contraire, je vous aurais menti. Et je n'ai pas l'habitude de mentir. Je préfère dire les choses telles que... Une partie de ceux qui sont dans la rue, c'est eux qui sont dans la logique démocratique. J'ai dit une infime partie, y compris des partis politiques et de ceux qui sont dans la rue. Et les autres? J'ai dit, c'est de vrais démocrates, c'est des légalistes, c'est des républicains. Nous les respectons et nous pensons qu'il faut agir avec suffisamment d'ouverture, suffisamment de volonté de compromis afin que nous puissions régler les problèmes qui se posent. Alors, tout à l'heure, on va revenir sur la question du dialogue. Vous avez dû remarquer que nous avons continué par animer l'émission. La direction nous a quand même accordé 30 minutes supplémentaires. Merci pour la générosité et je remercie les responsables de votre station. Et naturellement, je suis sûr que les auditeurs avec moi sont contents que vous nous ayez accordé ces quelques minutes supplémentaires. On est à l'antenne jusqu'à 13h, temps universel. Merci. Alors, monsieur le ministre, le lundi, le gouvernement a sorti un communiqué parlant de la cohésion nationale, parlant de l'unité nationale. Et puis le lendemain, à Sokodé, on tape encore les manifestants. Que se passe-t-il avec Sokodé? Il y a un problème particulier avec les protocoles, les thèmes? Non, il n'y a pas de problème particulier. Vous savez, notre pays est un pays laïque. C'est un pays caractérisé et connu pour son écuménisme. À côté des églises,
se dressent des temples, des mosquées. Toutes les religions ont toujours cohabité. Mais aujourd'hui, vous avez un parti politique qui, ouvertement et de manière ostentatoire, a comme seul projet politique de fédérer des populations appartenant à un groupe ethnique. Vous voulez parler du PNP? Je ne veux pas faire trop de... Vous avez peur de prononcer ce mot? Ce nom? Non, pourquoi? Pour le moment, je ne considère... Vous avez dit qu'il y a un parti politique et vous refusez de dire PNP. Vous savez, au moins, vous venez de m'aider. Moi, j'ai caractérisé un parti qui cherche à se construire sur des bases communautaristes. Autant peur aujourd'hui. Sur des bases communautaristes. Vous auriez pu citer un parti parmi les plus de 100 partis politiques contre notre pays. Vous voyez que la description saute aux yeux. Et donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas cacher. Vous vous jetez à la piscine, vous nagez, on voit votre dos et vous croyez que vous êtes en train... Non, j'ai fait la description, tous les Togolais auraient reconnu ça. Ce n'est pas... Le constat sur le terrain est évident que le parti que vous mentionnez cherche à instrumentaliser un groupe ethnique et voire même une religion. Mais ce qui est curieux, excusez-moi, avant que vous ne continuiez, que vous ne continuiez, vous avez été ministre au niveau de l'administration territoriale. Vous savez que pour créer un parti politique, on ne pourra jamais donner un récépissé au PNP si c'est un parti régionaliste. Mais la duplicité, je vous ai dit tout à l'heure que... Alors moi, on arrive à vous flouer facilement. Non. Vous savez, entre le papier que l'on soumet, c'est moi qui ai signé. Oui, le papier, c'est moi qui ai signé le papier. Si vous avez été léger comme ça en signant ce papier. Oui, non, c'est pas une question de légèreté. Vous avez entendu un parti qui dit qu'il est nationaliste, qu'il est panafricaniste, et qui en même temps croit que la solution à notre problème au Togo, dans le continent africain, devrait venir du président Macron. Vous avez commandé 5 hélicoptères en France, vous aussi, au niveau du gouvernement. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un nationaliste, je suis un patriote. En commandant 5 hélicoptères de guerre à la France. Je vous dis, ne faisons pas de confusion. Je suis un patriote, je ne suis pas un nationaliste. Et le commerce international est caractérisé par cette ouverture-là. D'accord, très bien. Donc, il ne suffit pas de se présenter comme étant le disciple ou l'adepte de Cheikh Anta Diop, ou d'être même un fidèle de Mahatma Gandhi pour être un pacifiste. Quand à la veille des manifestations du 4 et 5 octobre, vous postez un message qui en réalité appelle à en découdre. Quand à la veille des manifestations de 17 novembre, vous postez de nouveau un message. On peut dire aux diplomates, dire dans ces messages publiquement, donner le sentiment ou se parer d'un manteau de pacifiste, de non-violent, mais une fois que vous enlevez ce manteau-là, comme chacun de nous, quand vous enlevez les habits, la réalité apparaît. On ne va pas cacher longtemps le fait que... Moi, j'étais ministre de l'administration territoriale en 2015. En 2015, le même personnage s'était mis ensemble avec un groupe d'autres acteurs de la société civile et d'autres acteurs politiques pour créer l'organisation Tchoboé. Le Front Tchoboé. Exactement. Et ce front avait comme objectif d'empêcher, y compris par la violence, les élections. Je l'avais reçu avec ses camarades pour leur dire, en démocratie, vous pouvez décider de ne pas aller aux élections. Vous pouvez demander à vos militants de ne pas aller aux élections, mais vous ne pouvez pas empêcher les élections. C'est pour dire, en quelque sorte, les gènes de la violence sont consubstantiels à certains partis politiques. Mais l'état de droit et la loi est là pour ramener, pour protéger nous tous. C'est pourquoi je ne veux pas m'étendre beaucoup et épiloguer sur ces débats. Je vous rappelle maintenant, oui, je vous rappelle ma question initiale. Pourquoi le gouvernement sort un communiqué que le lendemain, on commence par bastonner des gens à Sokodé? Non, le Est-ce qu'il y a un problème particulier avec Sokodé? Pas du tout, pas du tout. Nous devons déplorer, aussi bien au niveau du gouvernement que des partis politiques, tout incident qui conduit à ce que des Togolais soient blessés et encore plus grave, à ce que des Togolais soient tués. Contrairement au gouvernement, contrairement à beaucoup de partis qui font
fondamentalement démocratique et républicain, à chaque fois, tous les incidents, nous avons cherché à les déplorer, et même les mesures qui ont été décidées en disant qu'il faut mettre en place un dispositif de coordination et de coopération entre les services d'ordre des manifestants et les forces de l'ordre, c'est pour éviter ce genre d'incident. Premièrement, il est évident que si à Sokodé, les partis politiques, conformément à ce que les responsables au niveau national de la coalition avaient dit, qu'ils veulent organiser des manifestations sur toute l'étendue du territoire national, mais il revient aux responsables locaux de leur coalition d'entreprendre les formalités et les démarches nécessaires. Si ces démarches-là avaient été entreprises et qu'il y avait eu, je ne dirais pas une entente, peut-être que ça aurait permis et aux autorités locales et aux organisateurs des manifestations de s'accorder sur le fait que le contexte actuel à Sokodé nous conduit, et c'est le bon sens, c'est le sens de la responsabilité, à éviter d'y organiser actuellement, dans le contexte actuel, des manifestations à Sokodé. Des armes ont été récupérées, des munitions et des armes ont été encore récupérées la nuit du 16 octobre. C'est la raison pour laquelle on... Mais c'est une raison importante. Nous avons la responsabilité de protéger les Togolais. Oui, mais... Même quand Excusez-moi, mais il n'y a pas longtemps, on a vu des gens au Grand Marché avec les armes qui ont tiré, qui ont tué des Togolais. Les armes sont en circulation à Lomé. Ce n'est pas pour autant que vous avez interdit les manifestations à Lomé. Est-ce que c'est pas pour cette raison que nous ne devons pas faire preuve... Vous parlez des armes qui sont en circulation. À Sokodé, il y en a à Lomé. Il peut y en avoir. Et nous devons nous efforcer. Vous doutez? Non, mais écoutez, je dis il peut y en avoir. Mais ici, ça veut dire que vous doutez qu'il y en a. La question n'est pas de douter. À Sokodé, déjà le 19 août, des armes de guerre ont été récupérées sur des militaires. Jusqu'à présent... On a retrouvé au moins 2, selon le ministre. Exactement. Certaines ont été retrouvées, mais pas toutes les armes. Jusqu'à présent, le parti politique en question et la plupart des partis politiques ne se meuvent même pas, ne les déplorent même pas. Le 16 octobre, lorsque les 2 militaires ont été égorgés, leurs armes et les munitions ont été récupérées. Vous croyez que nous ne devons pas avoir le souci d'éviter des situations dans lesquelles, au moment où les efforts sont en train d'être déployés pour rechercher et retrouver ces armes, de protéger nos frères et sœurs en leur disant « Essayons de nous donner un certain temps pour voir l'aboutissement de nos efforts. » Et les populations doivent aider, si possible. Les partis politiques, j'aurais été à leur place, que j'aurais lancé un appel pour dire que non, nos manifestations doivent être des manifestations pacifiques. S'il arrive dans un incident qu'un citoyen civil récupère une arme, ramener ces armes-là aux policiers et aux gendarmes. Comme ce qu'on a vu à Lomé. Bien sûr, exactement. Alors, si on mettait le même dispositif à Sokodé, c'est-à-dire qu'on met en contribution les organisations des droits de l'homme, les services d'ordre... Mais le dispositif est applicable aussi à Lomé et à Sokodé. Non, mais on a interdit les manifestations. Non, vous mais je vous dis tout simplement, quand les responsables... Aujourd'hui, ce n'est pas possible de manifester à Sokodé et à Bafilo. Bien sûr. Je vous dis, si les responsables locaux avaient eu la volonté d'avoir des discussions avec les autorités locales, notamment le préfet, ils seraient parvenus au constat partagé que le contexte actuel, y compris avec des armes qui ont été récupérées à Sokodé sur des militaires, des munitions qui ont été récupérées sur des militaires et dont on ne sait pas où ces armes et munitions se trouvent, qu'il faut surseoir aux manifestations. Vous savez, à moins d'être dans une logique de provocation, je ne sais pas pourquoi un parti politique, pourquoi nous ne pouvons pas convenir de choses qui sont tout simplement, qui relèvent du bon sens, qui contribuent à la protection et à la sécurité de nos concitoyens. Nous n'avons pas besoin, nous ne devrions pas être en train de polémiquer sur le fait que des mesures de précaution... Non, moi je vous pose juste des questions. Non, c'est pas vous que j'ai dit ça. D'accord. Puisque il y a des auditeurs qui nous entendent, il faut qu'ils comprennent le sens des décisions que le gouvernement prend. Ce sont des décisions qui répondent à un objectif exclusif.
la protection et la sécurité des Togolais, indépendamment des considérations partisanes et politiques. À Sokodé et dans une moindre mesure à Bafilo, l'objectif du gouvernement, c'est d'œuvrer avec tous les acteurs, y compris les partis politiques et la coalition des 14 partis, pour apaiser davantage et éviter que les manifestations et les marches ne soient pas l'occasion d'un incident que chacun de nous regretterait. Alors, nous n'avons aucun intérêt à le faire. Comment est-ce que l'apaisement serait possible si certains de nos concitoyens à Sokoré sont dans la brousse, dans les montagnes, qui ont fui leur domicile parce que les militaires ne battent pas que ceux qui sont dans la rue, mais rentrent jusque dans les domiciles, violent les domiciles, frappent des gens, fracassent leur tête et consorts. Comment est-ce que l'apaisement sera possible, Monsieur le ministre Jibé Bahara? Vous en avez vu des Togolais dont les têtes ont été fracassées? Bien sûr. Ils sont combien? Et ils en sont morts ou ils sont restés vivants? Vous voulez qu'ils meurent d'abord? Non. Je dis, il faut éviter les exagérations. Non. Il faut éviter les exagérations. On est de la presse, nous avons des correspondants qui sont partout sur le territoire, à Sokolé notamment. Vous savez... Et donc, les informations nous parviennent. Vous êtes renseigné, monsieur le ministre? Eric. Oui. J'ai été un fonctionnaire des Nations Unies. Et moi, je suis quelqu'un profondément attaché aux droits de l'homme. Le président de la République, son souci premier, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement, son souci premier, c'est la protection et la sécurité des Togolais. Et tous les incidents, tous les incidents que nous déplorons... dans la brousse à Sokolé. Vous savez, je ne sais pas pourquoi ils sont dans la bourse. Vous êtes au courant au moins? Oui, et c'est l'occasion de leur adresser un message, à la fois de compassion, mais aussi un message à rentrer chez eux. Je ne vois pas un honnête citoyen, il peut y arriver des bavures, il peut y arriver des incidents. Je ne peux pas l'exclure. C'est le cas à Sokolé? Je dis, ça peut arriver. Mais dans l'immense majorité des cas, les gens qui ne posent pas des actes de violence, qui ne sont pas en train de s'en prendre aux forces de sécurité, n'ont rien à craindre. Et j'encourage ceux qui seraient encore dans la bourse à rentrer chez eux, parce que le souci du gouvernement, et même le souci de la police et de la gendarmerie et des militaires, c'est de protéger et de préserver la sécurité de nos concitoyens. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Avant d'être policier, avant d'être gendarme, avant d'être militaire, on est d'abord citoyen. Bien sûr. Imaginez que à la fois l'institution en tant que police, en tant que gendarmerie, en tant que armée, soit en train d'être vilipendée comme certains le font. Que à l'occasion des manifestations, on s'en prenne aux policiers, aux gendarmes et aux militaires, comme on le fait, sans que cela ne meuve. Qu'on assassine de manière atroce, comme on l'a fait en égorgeant, sans que cela ne meuve. Certains responsables de partis politiques, ça me fait de la peine. Parce que, Eric, disons-nous la vérité. Supposons, par un hasard extraordinaire, le président Faure dit « je me mets de côté ». Et les gens qui sont à l'origine de ces atrocités, les partis politiques ou les acteurs politiques qui sont à l'origine de ces atrocités, mais quel genre de relation ils auraient avec la police, la gendarmerie et l'armée? Quel genre de relation? Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes en train de préparer les conditions de la cohésion au sein de la société togolaise, de l'unité de notre pays? Quand on transforme toute une institution, les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, en ennemis, en personne à poursuivre et à battre. Peut-être à Sokolé, mais à Lomé, on a vu des manifestants jovial avec les forces de sécurité. Je dis tout simplement, jusqu'à peu... Ils leur ont même donné de l'eau à boire. Et quand ça arrive... Les militants de nouveauté qui sont à la prison. Et quand ça arrive, ça me fait plaisir. D'accord, très bien. Ça me fait plaisir. Mais certains responsables politiques auraient intérêt à démontrer davantage d'égards et de respect pour des gens qui, sous le soleil, sous la pluie, assurent la sécurité routière. En cas d'incendie, ils sont là pour nous aider. Ils sont là en train de se battre au Mali
pour la sécurité de la sous-région, mais également pour notre sécurité. C'est des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui accomplissent des menaces, des agressions. Bien sûr. Moi, ça m'horripile. Moi, j'estime que cela ne doit pas exister. Aujourd'hui, vous avez libéré, des incidents. Vous avez libéré 42 manifestants. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles libérations dans les prochains jours pour que l'apaisement dont vous parlez soit total? Jean-Pierre Fabre l'a exprimé comme cela. Je le comprends, mais il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui ont été libérés l'ont été sur la base du niveau de gravité des infractions pour lesquelles ils avaient été jugés. Et donc, il a fallu que le gouvernement se fasse violence et fasse preuve de dépassement. Et regarde ce qui est dans l'intérêt de notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire... Parce que les présidents de la sous-région l'ont demandé? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que nous cherchions, 1, à préserver les libertés de manifestation, 2, agir pour éviter les débordements et les violences, 3, créer un climat d'apaisement pour que le dialogue puisse être engagé pour parvenir à des résultats. Sinon, peut-être que vous avez vu ça. La bonne femme qui vendait son riz et qui a été violentée. Oui. Et qui voit que peut-être la personne qui l'a agressée est libre. Les personnes qui ont été blessées, qui sont encore en train d'être soignées, y compris des éléments de force de sécurité et de défense, qui sont encore en train d'être... Voir que, permettez-moi le terme, leurs bourreaux sont libres et qu'eux, ils continuent à subir les exactions. Les gens qui, dans leur magasin, ont subi un certain nombre d'exactions. Les maisons... Les personnes dont les maisons ont été saccagées. Gilbert Bawara, est-ce que ce sont des citoyens là que vous avez formés pour le Togo, ça? Non, c'est ce que... Non, nous avons une responsabilité collective. Ce n'est pas seulement le rôle du gouvernement. Nous, en tant qu'acteurs politiques, quand nous lisons bien la charte des partis politiques, quand nous lisons le statut de l'opposition, nous voyons que les partis politiques et nous, acteurs et responsables des partis politiques, nous avons une responsabilité collective à éduquer les citoyens sur des valeurs de vie en communauté. C'est pour dire les gestes qui ont été déjà faits doivent être appréciés à leur juste valeur et nous devons éviter la fuite en avant, la surenchère et des préalables et d'autres exigences inconsidérées. Alors vous avez dans une interview récemment dit que proposer le dialogue pour l'apaisement n'est en aucun cas signe de faiblesse. Vous l'avez répété tout à l'heure. Alors le dialogue est inclus dans le communiqué du gouvernement. Vous appelez l'opposition au dialogue aujourd'hui, c'est clair, puisque vous n'avez pas donné de date, vous n'avez pas donné le contenu de ce dialogue. Comment tout ça là va se passer? D'abord, je voudrais dire que nous appelons les partis politiques au dialogue. Il n'y a pas de date? Sans exclusive. Non, les choses vont s'engager très rapidement. Et permettez que les initiatives que le Premier ministre, que le Président de la République sont en train de réfléchir. Vous savez, pour dialoguer, il faut être deux. Le gouvernement a lancé un appel au dialogue, a démontré une disponibilité, une volonté de dialogue, et a créé même les conditions. Quelles sont ces conditions-là? Les conditions, la libération des personnes, la remise des motos, la levée de la mesure... dit que c'est superficiel. Moi, je serais à leur place. Je prendrais déjà ces actes-là, je les apprécierais, et quand on est autour d'une table, c'est clair que... Donc vous réitérez ce matin l'appel à ce dialogue? Je réitère d'abord la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait un dialogue et que ce dialogue puisse être fécond et fructueux afin que nous puissions trouver une solution définitive à la question des réformes. Et je lance un appel à nos frères et sœurs de l'opposition et des autres partis politiques à ce que chacun apporte sa contribution en évitant la fuite en avant et la surenchère. Bien. Monsieur le ministre Gilbert Bawara, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je voudrais vous remercier d'abord pour votre gentillesse, d'avoir été patient malgré mon retard, et remercier les responsables de votre station
et bien entendu à l'égard de vos auditeurs qui ont dû être impatients, et m'excuser également auprès d'eux et vous réaffirmer ma disponibilité pour revenir afin que nous puissions aborder la question des enseignants et du secteur de la santé. Très bien. Merci beaucoup, Gilbert Bawara. Je rappelle que vous êtes ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Mais la fin. Je m'attendais quand même à ce que vous m'invitiez à déjeuner avant de... Oui, à la sortie. Merci. On le verra ensemble. Merci. Merci à vous. Appelez-moi Eric Gato. Juste après nous, le journal avec Amen Assignon. Merci également à Emmanuel Afranyangwe qui a assuré la réalisation de Taxi Presse de ce jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.